N'y a-t-il pas malgré tout des modalités de présentation différentes? Oui, bien entendu. Et souvent, elles traduisent une stratégie cognitive particulière. Par exemple, pour traduire une succession d'étapes ordonnées, une progression dans le temps, on pourra utiliser une présentation en forme de chaîne. C'est ce qu'on trouve en haut à gauche sur cette dia. Par exemple, lorsqu'on veut expliquer l'évolution de certaines espèces animales qui se distinguent à un moment de leur développement. Alors, de manière plus classique, il y a une présentation qui aura la forme d'un arbre, ascendant ou descendant, qui permet d'analyser les composantes d'un concept de manière structurée. C'est ce qu'on trouve en haut à droite. Chaque branche étant une des caractéristiques, chaque sous-branche une sous-caractéristique. Reprenons le cas des insectes. Composé de 3 parties, tête, corps, appendice, chacune aura sa branche. Pour la tête, on développera des sous-branches, indiquant qu'il y a des yeux, des antennes au nombre de 2. Cette présentation convient bien à des analyses systématiques en catégories et sous-catégories. Dans le même ordre d'idées, en bas à gauche, on trouve les présentations en étoiles. Il y a un nœud central au milieu, des branches qui s'en écartent. Et à la manière du mind mapping, l'idée est ici de définir un sujet en déterminant ses caractéristiques. Mais celles-ci sont peut-être moins établies que dans la présentation en arbre. On est plus dans de la découverte, qui définit les contours d'un concept sans en avoir une idée préconçue. Par exemple, lors de la découverte d'une nouvelle planète dans une galaxie, on tente d'en déterminer les caractéristiques pour mieux la définir. Et enfin, en bas à droite, il y a les présentations qui insistent sur les liens plus que sur les nœuds. Qu'est-ce qui est relié à quoi? Qui est relié à qui? Par exemple, pour déterminer les interactions qui prennent place dans un réseau social, quels sont les liens forts, les liens faibles entre les individus? Qui sont ceux qui sont plutôt des leaders, des observateurs? On utilisera ce type de présentation en réseau en vue d'associer, de relier des nœuds les uns avec les autres. Quelles sont les bases théoriques qui justifient la pertinence d'une visualisation sous la forme de cartes conceptuelles ou de mind maps? Alors, de nombreuses théories complémentaires se penchent sur la manière de modéliser le processus de mémorisation. Certains développent plus les aspects relatifs à la complémentarité des canaux, visuels et auditifs. Comment articuler son et image pour que la mémorisation soit meilleure. Des auteurs comme Clark et Pevio ou Mayer, dont une capsule a pour objet sa théorie de l'apprentissage multimédia, mettent en évidence que si on ne prête pas attention à articuler de manière permanente du texte, des sons et des images, il y a un risque de surcharge cognitive qui fait obstacle à la mémorisation, plutôt que de la favoriser. Ces théories du juste dosage entre des canaux différents sont complétées par les bénéfices que procure le passage du texte à sa représentation graphique. Parce que quand vous réalisez une synthèse visuelle d'un texte, en fait, vous en extrayez les éléments principaux. Vous créez des liens entre eux. Il existe aussi d'autres fondements que la neuroimagerie cérébrale met en évidence ces dernières années. Grâce à l'observation de cette activité cérébrale, on sait aujourd'hui que, grâce à des travaux comme ceux de Kandel, prix Nobel de médecine en 2000, l'information initiale qui nous parvient par le biais de nos sens, la vue, l'ouïe, est stockée dans le cerveau de manière transitoire dans l'hippocampe. Ensuite, cette information, pour éviter la surcharge cognitive, est véhiculée de l'hippocampe vers la périphérie du cerveau, où elle est stockée plus durablement. Pour rappeler quand nécessaire, un indice de cette information stockée en périphérie reste disponible dans l'hippocampe. Ce qui veut dire que, quand cette information doit être rappelée, c'est cet indice qui est activé, comme un interrupteur. Cette activation stimule les circuits qui ont été parcourus pour stocker l'information plus générale et permet ainsi de la rappeler. C'est le principe de la Madeleine de Proust. Une odeur de pâtisserie, la Madeleine, suffit à Proust pour réactiver tout l'univers de sa grand-mère qui les préparait dans sa cuisine. Y a-t-il moyen d'en dire plus sur ce processus? Ces chemins parcourus entre l'hippocampe et la périphérie du cerveau permettent de rappeler l'information à partir d'un indice de celle-ci. Et pourtant, parfois, cela prend plus de temps de rappeler une information plutôt qu'une autre. Et pourtant, parfois, on oublie, parfois, on se trompe. Oui, cela arrive, mais plus on parcourt le chemin entre l'indice local et l'information globale, plus on stimule les circuits qui relient l'hippocampe à la périphérie du cerveau. Plus on ancre, plus on dessine, plus on creuse profondément le chemin qui permet de se rappeler et de ne plus oublier.
Il est donc essentiel d'exercer ce mécanisme d'activation du rappel. Il est nécessaire de se poser à soi-même la question et de formuler la réponse. Il est indispensable de s'auto-évaluer, de s'auto-exercer, pour que ce qui se trouve en mémoire à long terme soit rendu disponible, et si possible rapidement, pour donner la réponse attendue à une question, pour prendre une décision, pour reconnaître un visage. Notre mémoire est constituée de cartes sur lesquelles il y a des chemins. Plus ceux-ci seront utilisés, plus notre capacité à nous rappeler ce vers quoi ils conduisent sera renforcée. Notre cerveau, une carte, l'analogie possible avec la cartographie conceptuelle, avec le mind qui veut dire cerveau, mapping qui veut dire cartographier, ne vous aura pas échappé. Pouvez-vous qualifier, déterminer des catégories d'usage? Pas vraiment, car les variables à prendre en compte pour définir les différents usages des cartes conceptuelles ou des mind maps sont très nombreuses. Toutefois, nous avons conçu un outil qui permet, sous la forme d'une carte, de dresser une typologie de ces usages. Pour lire cette carte, vous devez la parcourir de la gauche vers la droite en partant du disque orange. Et dès qu'il y a un embranchement vers le haut ou vers le bas, il faut sélectionner là ou les options qui répondent à différentes questions. La première de ces questions, c'est qui utilise la carte, les élèves ou les enseignants? Selon quelle modalité, individuelle ou collective? Pour remplir quel type de fonction? Évoluer? Avoir une pratique métacognitive, cognitive? Est-ce qu'il y a des données initiales, identifiées ou pas? À quel moment la carte est-elle utilisée? Avant, pendant, après le cours? Pendant quel laps de temps? Ponctuellement, pendant une série de cours, de temps à autre? Est-ce qu'il y a un complément à cette carte conceptuelle? C'est le complément d'un texte, d'un exposé oral? Ou se suffit-elle à elle-même? Est-elle déjà complètement élaborée? Partiellement? Ou alors il faut la compléter? Et si des outils sont là pour la mettre en œuvre, quels sont-ils ces outils? Des outils numériques ou pas? Si oui, lesquels? En remplissant par une couleur les cases blanches, vous indiquerez ce que vous faites. Et en observant l'ensemble, vous pourrez visualiser la cartographie de vos usages des cartes conceptuelles ou du mind mapping. Cette carte sera le reflet d'un usage parmi tant d'autres. Et vous voyez donc que les possibilités d'usage pédagogique sont multiples. Et pour concevoir une carte, comment guider les élèves dans ce processus? On peut considérer qu'il y a 5 étapes principales. La première consiste à définir le nœud central, c'est-à-dire la question à laquelle répondre, le sujet à développer, ou la connaissance, le concept, la procédure à décrire. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir placé sur un espace tous les nœuds, termes jugés importants. Le produit de cette première étape sera une liste de nœuds, de termes qui devra être la plus exhaustive possible. Ensuite, la deuxième étape est de placer tous les autres nœuds associés à ce sujet principal et surtout à les organiser entre eux, les répartir dans l'espace, les hiérarchiser. Le produit en sera une série de mots répartis de manière cohérente dans un espace. La troisième sera de relier ces concepts les uns aux autres. Le produit sera une carte comprenant des nœuds et un certain nombre de liens entre ces nœuds. Bien entendu, entre les étapes 2 et 3, il y a souvent des va-et-vient, d'où la nécessité de cette quatrième étape pour réviser l'ensemble et ensuite lui donner sa cohérence globale finalisée lors de l'étape 5.